Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, c'est parti. Nous sommes à l'écran, vous nous entendez, j'espère. Bienvenue à cette nouvelle webconférence. Aujourd'hui, un thème de transmission, puisque le sujet est comment transmettre les compétences d'un expert, vers son successeur. Et pour m'accompagner, une experte, je veux nommer Caroline. Caroline Filler, bonjour. Bonjour Philippe, bonjour à tous et à toutes, ravi de vous retrouver. Caroline qui pilote chez un certain nombre de clients des opérations de transformation, des opérations de transfert de compétences, notamment sur des CQP que nous mettons en place pour certains clients, des opérations de tutorat, de formation de formateurs. On va vous parler de tout ça dans quelques secondes. Mais une première question, Caroline, pourquoi ce sujet, la transmission des compétences d'un expert vers son successeur, pourquoi ce choix de thème aujourd'hui pour notre webconférence? Alors bon, c'est un sujet qui n'est pas nouveau, hein. Vous qui êtes en ligne, vous le savez. C'est vrai que avec le départ en retraite des baby boomers depuis quelques années maintenant, se pose la question de la déperdition des compétences. Déjà en 2004, un accord national interprofessionnel tentait d'encadrer ou de préconiser l'encadrement ou la valorisation, la fonction notamment de maître d'apprentissage, et puis le maintien dans l'emploi des seniors. Le temps également de transmettre leurs compétences est un sujet qui a été au cœur des différentes lois formation et travail. Quelques éléments nouveaux apparaissent néanmoins qui font que ce sujet revient vraiment à l'ordre du jour. Le premier élément, c'est la reprise économique qui fait que finalement ça devient de plus en plus difficile de fidéliser les nouveaux jeunes talents, notamment sur des compétences autour du digital ou de l'ingénierie. Et finalement, la rétention du talent vient aussi de la capacité qu'on a de lui faire une bonne impression et d'assurer avec lui une très bonne intégration et une bonne transmission de compétences. Il y a aussi finalement cette nouvelle génération des digital natives, la génération Z. Eh bien, là où on pensait que on avait tout compris de l'intergénérationnel et puis on disait la génération Y, on comprend un petit peu, cette génération-là a de nouvelles aspirations, elle a plein de choses aussi à apporter. Et donc, comment arriver à concilier leurs aspirations et puis la transmission des compétences des experts, notamment pour ceux qui partent en retraite. Donc, on va voir effectivement ces différentes populations à travers différentes actions. Donc, on est sur du transfert de compétences d'un collaborateur qui monte vers une nouvelle responsabilité, l'intégration d'un nouveau, et puis on verra à la fin un petit clin d'œil spécifique sur ces jeunes générations. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, Caroline, tu as une vision qui s'expose en 5 temps, 5 éléments qui permettent de réussir le transfert de compétences d'un expert vers un junior ou vers une personne qui prendrait la fonction. Quelles sont ces 5 clés de succès? On les a à l'écran en 2 mots. Oui, alors vous les avez à l'écran, c'est vrai qu'on va partager avec vous quelques éléments, notamment pour donner envie à l'expert, parce que vous le voyez, c'est pas forcément quelque chose qui est toujours présent naturellement chez l'expert. Ensuite, le point le plus important à notre sens, de par notre expérience, c'est la notion de temps. Voilà, prendre le temps pour structurer la transmission des compétences, former également les experts. En fait, c'est prendre du temps pour en gagner énormément derrière, puisque une transmission qui serait pas structurée, pas organisée, pas reconnue, pas valorisée, déjà c'est compliqué de ce fait de valider des acquis. Et puis également, il peut y avoir des blocages, c'est-à-dire que on va très vite, on revient en arrière, on se comprend pas. En fait, au final, on perd du temps. Donc, c'est en investir un petit peu pour en gagner énormément derrière. Et puis, on va voir également comment les nouvelles technologies peuvent nous aider, notamment dans le knowledge management. Ce sont des points extrêmement importants. Et on verra également que la même personne ne peut pas forcément tout transmettre. Elle peut souvent transmettre des compétences métiers, des compétences
y compris de savoir-être dans le métier. Mais pour tout ce qui est culture, us et coutumes, valeurs, parfois, il peut être bon de s'appuyer sur une équipe, oui, sur une équipe projet. sur une tierce personne. Ou sur une tierce personne, tout à fait. Alors, on va parler d'engagement, on va parler de motivation. A priori, on sait tous qu'un expert est quelqu'un d'engagé, passionné, qui a une fierté d'appartenance à un département ou à son entreprise. Pour autant, tu dis, c'est pas suffisant, ce parti pris ou ce postulat, il faut pas s'en satisfaire et il faut veiller, avant même que d'engager l'action, à ce que l'expert se remette en mouvement, se remette en tension, se remette en motivation autour du projet. Oui, il faut qu'il ait envie, tout simplement. Alors, on pourrait se dire effectivement, par exemple sur les départs en retraite, ou quelqu'un qui reste dans l'entreprise mais qui prend une fonction supérieure, c'est tout son intérêt effectivement de ne pas laisser se perdre tous ses acquis, toute son expertise. Pour autant, c'est vrai que prendre du temps, s'intéresser à l'autre, se mettre en posture d'empathie, c'est quand même aussi, c'est un développement, on va le voir un petit peu plus tard pour la personne, mais c'est pas complètement évident. Voilà, c'est pas forcément c'est pas donné à tous de surprendre. Exactement. Donc, si en plus l'expert n'a pas cette envie, c'est difficile. Donc, pour lui donner envie, il faut aussi qu'il sente son propre intérêt à le faire. Alors, parfois, le simple fait que ses compétences ne soient pas perdues, ça suffira. Mais également, il peut y avoir des contreparties qu'on va lui proposer. Alors, ça peut être, par exemple, cette formation de tuteur. C'est vrai que très souvent, en sortant des formations, les participants nous disent j'ai appris plein de choses, je vais l'utiliser dans le management parental, je vais l'utiliser, voilà, j'ai redécouvert aussi un petit peu comment fonctionnait un être humain, enfin, voilà, donc ça peut être un développement intéressant pour lui. Vous avez aussi toutes les thématiques, on peut lui proposer un bilan de carrière, on peut lui proposer également des accompagnements vers la création d'entreprises, l'essaimage. Vous pouvez aussi, lui, et on y reviendra, c'est notre petit clin d'œil, pourquoi pas lui proposer d'apprendre du nouveau collaborateur qu'il va former. Alors, on l'a vu, il y a deux familles d'arguments ou deux familles d'éléments. Il y a des familles, je dirais, pratiques, matérielles, une formation, un bilan, un accompagnement, tout ça, c'est quelque chose qui coûte à l'entreprise. Donc, c'est pas absolument indispensable, même si c'est un plus. Mais pour autant, il y a quelque chose qui ne coûte rien à l'entreprise et qui est un acte de management, qui est un acte de communication, qui est un acte de valorisation. C'est le premier point qu'évoque Caroline, c'est la reconnaissance, c'est-à-dire de prendre le temps avec l'expert, de lui exposer le projet, de donner du sens au projet d'accompagnement et de transfert de compétences, d'exprimer en quoi c'est absolument essentiel qu'il passe du temps avec la jeune recrue ou avec le nouveau promu, de façon à transférer son compétence. Ça semble idiot à préciser, mais notre expérience nous montre que trop souvent, il n'y a pas suffisamment de formalisme au lancement du dispositif. Donc, le simple fait de passer du temps avec votre expert, de le reconnaître et de le valoriser, va permettre de le mettre en mouvement, de le mettre en tension et de partir sur de bons rails, pardonnez-moi. Alors, je parlais de prendre le temps d'expliquer, de donner envie. Il y a quelque chose qui nous semble essentiel, c'est dès lors qu'il y a dans l'entreprise pas mal de personnes qui partent à la retraite, pas mal de nouveaux entrants, pas mal de personnes avec de la mobilité, et bref, une GPEC qui vous montre qu'il y a beaucoup de personnes à former, il nous semble essentiel de travailler sur la formation au tutorat. Pourquoi, Caroline? Alors, parce que l'empathie, la capacité à acquérir, j'ai envie de dire, la capacité à comprendre l'autre, la capacité à comprendre ce qu'il ressent, et puis aussi à le mettre en situation, c'est pas naturel, c'est pas aisé. C'est vrai qu'il y a vraiment une grande différence entre partager son savoir tel qu'il nous vient, et puis se remettre dans la peau, tout simplement, de quelqu'un qui arrive, de se dire, voilà, quelles sont ses craintes, quelles sont ses inquiétudes. Et c'est vrai qu'une formation de tuteur, finalement, c'est un investissement de temps de 2 jours, mais durant ces 2 jours, le tuteur va vraiment complètement déconstruire
son idée sur son expertise pour pouvoir la reconstruire de façon centrée sur l'apprenant. Ça, c'est un point extrêmement important. Ça va lui permettre aussi de choisir l'ordre dans lequel il va aborder ses séquences et va les choisir parce qu'il se dit, ben voilà, si j'aborde ça au départ, ça va lui permettre de se mettre à l'aise, ça va lui permettre d'être rassuré sur plein de choses. Et c'est vrai que s'il ne prend pas ce temps-là et ce recul-là, on va avoir des difficultés à le faire. Également, une formation que le tuteur va mettre en place lui-même de façon verrouillée, séquencée, ça permet une validation des acquis beaucoup plus simple. Et puis, ça permet également au tuteur, à partir du moment où il a définit ce qu'il souhaite transmettre comme truc et astuce, comme élément fondamental, il peut aussi le mettre sur vidéo. On appelle ça le coup de passe, et on y reviendra un petit peu plus tard, parce que ça va être intéressant pour la personne qu'il est en train de former, mais pourquoi pas pour plein de gens qui vont intégrer l'entreprise un petit peu plus tard. Donc, en 2 jours de formation, votre tuteur, il a le temps de préparer ses séquences de formation, son organisation, et il acquiert, eh bien, je dirais, ce qui souvent n'est pas naturel et qui s'apprend. C'est-à-dire l'empathie. Alors, l'empathie, c'est pas juste se mettre à la place de l'autre. Ça, c'est plutôt la symbiose, hein, c'est plutôt la sympathie. C'est juste comprendre l'émotion du jeune, comment il fonctionne, ou de la nouvelle recrue. Et une fois qu'on l'a compris et qu'on lui a donné le droit d'avoir eh bien, ses préoccupations, ses inquiétudes, ses envies, eh bien, le faire réfléchir et puis le mettre en situation très concrète et très pratique. En gros, tutorer, transmettre ses compétences, c'est un petit peu tout sauf parler. Ouais. Et puis, alors, tu parlais de comportement, tu parlais d'organisation, et puis il y a aussi la structure du message, la capacité à faire un feedback, la capacité à mettre en confiance. Tout ça, ce sont des choses qui ne sont pas communément partagées de façon naturelle. Et de la même façon que pour manager, pour vendre, il y a des outils, il y a des trucs, il y a des méthodes. Et pour transmettre son savoir, il y a des outils, il y a des trucs, il y a des méthodes qui permettent d'avancer plus sereinement, plus efficacement et d'une façon plus rassurante pour l'apprenant, pour le mettre en dimension, en démarche positive et pour lui permettre de réussir ses premiers pas dans l'entreprise. Philippe, je voudrais rajouter un point. Ce que l'on voit souvent dans les grandes entreprises que nous accompagnons, c'est que pour les métiers opérationnels, vraiment les fonctions de production, les fonctions opérationnelles, bien souvent l'intégration, la transmission des compétences est organisée. C'est structuré en séquences, avec des séquences de validation des acquis. Enfin, vraiment, on prend le temps de bien faire tout ça. On forme le tuteur, d'ailleurs. Et puis, souvent, on se rend compte que pour tout ce qui est leader transverse, leader d'expertise, manager, eh bien, on en oublie tous ces éléments-là. Et je pense que, alors, c'est logique, hein, c'est vrai que c'est un certain temps qui est à demander au tuteur, mais je vous dis, en 2 jours, le tuteur a déjà bien structuré la transmission de ses compétences. Alors, je ne l'ai pas précisé en début de notre intervention, vous avez la possibilité de nous poser des questions via le chat s'il y a un sujet sur lequel vous souhaitez que nous vous apportions quelques précisions. Alors, on vient de parler de la mise en place de la formation du tutorat. Toi, tu dis il faut bien veiller dans la formation et dans la transmission à 3 dimensions, le savoir-faire, le savoir-être, et tout ce qui touche à l'ADN de l'entreprise. Je veux parler des valeurs, de la culture, 3 éléments différents pour que le nouvel entrant ou le nouveau promu soit le plus efficace possible, c'est ça? Oui, alors le mentorat, c'est vrai que c'est particulièrement intéressant pour une nouvelle recrue dans l'entreprise. Hein. C'est vrai que peut-être quelqu'un qui serait promu au sein de l'entreprise aurait peut-être moins besoin finalement de ce mentorat. Mais c'est vrai qu'il n'est pas rare et c'est souvent comme ça que ça fonctionne bien, qu'il y ait certains tuteurs qui va aussi transmettre des savoir-être, hein, mais liés au métier, liés à l'exercice du métier. Et puis, finalement, ce mentor, lui, alors qui est bien souvent issu de la hiérarchie, mais pas la hiérarchie directe, hein, ça peut être un membre de la direction, ça peut être un N-1 que dire. C'est quelqu'un qui va vivre les valeurs, vraiment les porter haut et fort, et qui va être un interlocuteur de confiance pour la nouvelle recrue. Et ça, c'est très intéressant lorsque la nouvelle recrue a un rôle de leadership.
Alors, ça peut être un leadership d'expertise, un leadership transverse, mais bien sûr aussi un leadership managérial. On voit vraiment que c'est un binôme gagnant. Ce binôme, enfin, c'est un trinôme gagnant, hein, la nouvelle recrue, le tuteur et le mentor. Il y a de grandes entreprises que nous accompagnons aujourd'hui qui ont compris ça et qui investissent du temps également pour valoriser les mentors, pour les former également, pour leur faire prendre conscience de l'impact de leur rôle et de comment maintenir cette relation de confiance avec les nouvelles recrues. Il nous semble essentiel que la complémentarité entre le savoir-faire, le savoir-être qui sont très liés à la fonction, il faut y associer la dimension valeur de l'entreprise parce que, on le sait bien, le respect du cadre, le respect de la vision, ou en tout cas l'application de la vision, vient beaucoup aussi de la bonne compréhension des valeurs et de l'ADN qui sont au cœur de l'entreprise. Donc voilà deux sujets qui nous semblent effectivement importants de préciser, Caroline. Une illustration de quelque chose que nous avons mis en place chez plusieurs clients, qui est absolument novateur en termes de transmission de compétences, puisque là, on va s'appuyer sur la capacité des équipes à mettre en forme leur savoir dans le cadre d'une opération de knowledge management qui n'est pas pilotée, ou en tout cas qui n'est pas animée par le directeur du knowledge management, mais qui est animée par les experts eux-mêmes, sous le contrôle du directeur. De quoi s'agit-il, Caroline? Alors, en fait, il s'agit d'une bibliothèque, d'une box, qui est organisée de telle façon que l'on peut retrouver très facilement les savoirs, les savoir-faire et les savoir-être que l'on souhaite transmettre. Alors, c'est vrai que c'est quand même plus souvent utilisé pour des savoir-faire et des savoirs que des savoir-être. Mais l'idée, c'est que l'expert lui-même, une fois qu'il suit un tutoriel, et c'est vrai qu'on a un petit peu avec notre partenaire lancé le fonctionnement de la box, l'expert lui-même peut très bien se filmer et mettre en œuvre un rapid learning qu'il va mettre à disposition des nouvelles recrues, mais aussi de toute personne qui sera amenée à s'intéresser à ces compétences via cette box. Il faut savoir que via la box, on peut aussi organiser des quiz de validation des compétences. En fait, c'est vraiment quelque chose qui s'alimente, qui s'auto-alimente et qui rend, et c'est un point de reconnaissance important aussi, les experts, je dirais, acteurs de la transmission, de la capitalisation des compétences. Et là, on s'est aperçu dans l'entreprise qu'on accompagne, ou en tout cas, on intéresse et on impacte aussi bien les tout jeunes, puisque là, on est sur une dimension digitale, on est sur une dimension de vidéo, donc on est sur quelque chose qui est ludique dans la transmission du savoir. Donc, ces jeunes sont particulièrement impactés, mais on s'est aperçu aussi que les anciens prenaient beaucoup de plaisir à se mettre en situation, à montrer avec cet outil qui, quelque part, valorisait complètement leur savoir-faire et venait compléter tous les dispositifs de tutorat physique qui étaient mis en œuvre au quotidien dans cette structure. Donc, le digital en support du présentiel, le digital en complément de tout ce qui est fait au quotidien, et puis le digital pour animer cette communauté d'apprenants et de tuteurs. Et également pour la validation des acquis, puisque c'est vrai que je vous en ai parlé, à partir du moment où on met en place une formation séquencée, on peut facilement valider ses acquis. Donc, bien évidemment, les quiz dont je vous ai parlé, mais il y a la validation et puis il y a l'entretien des acquis, et c'est vrai que de plus en plus les entreprises font appel à nous pour des prestations de co-développement. Il faut savoir qu'il existe aussi des prestations de co-développement qui permettent, je dirais, de fluidifier et de faciliter ces notions de partage de bonnes pratiques. Merci Caroline pour cette vision digitale. On voulait, avec Caroline, vous apporter un élément complémentaire, puisque là, on a travaillé beaucoup sur le transfert du savoir, mais d'un expert vers un nouvel enfant. On voulait terminer sur un clin d'œil que vous connaissez, qui est le tutorat inversé. Un mot là-dessus parce que c'est quelque chose qui était cher, Caroline aussi. Oui, alors j'ai deux adages qui sont connus de la plupart d'entre vous. La première, c'est la valeur n'attend pas le nombre des années, et le premier, c'est on n'a jamais l'occasion de faire deux fois une bonne première impression. Je voudrais revenir sur les attentes prégnantes des jeunes recrues, sur tout ce qui est
écoutez-nous, reconnaissez-nous, on a envie d'apporter plein de choses, donnez-nous la possibilité de le faire. Et je pense que la rétention des talents va aussi beaucoup passer par le fait que la nouvelle recrue, au-delà d'apprendre l'expertise et d'apprendre son nouveau métier, peut aussi apporter à l'entreprise, mais aussi tout simplement à l'expert qui est en train de le tutorer. Voilà, je pense que les experts, en tout cas pour ceux qui vont partir en retraite, seront pourquoi pas assez preneurs d'éléments sur le networking, sur les associations, l'intelligence collaborative, voilà, plein de choses qui vont faire qu'ils vont partir aussi plus riches. Merci Caroline. Nous arrivons au terme de cette webconférence. Pas de questions de votre côté, donc nous pensons et nous espérons que nous avons été exhaustifs sur ce sujet. Pour autant, si vous souhaitez nous contacter, vous pouvez le faire par l'intermédiaire des adresses qui s'affichent ici. Si les slides qui ont été présentés vous intéressent, vous pouvez nous les demander, on vous les fera suivre. Et puis vous avertir de notre prochaine webconférence qui aura lieu le 12 décembre sur un thème extrêmement prégnant aujourd'hui, un thème d'actualité qui sera un thème très opérationnel, comment gérer une situation de harcèlement sexuel au travail. C'est une webconférence qui sera animée avec Sylvain Niel, qui est un des dirigeants du cabinet Fidal. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci beaucoup Caroline pour cet éclairage. Merci Alicia pour l'organisation de la webconférence. On vous donne rendez-vous le 12 décembre à 11h30. À bientôt. Au revoir. Au revoir.